Démarre, donc bienvenue à tous pour cette édition un petit peu spéciale de la Fête de la Science qui est organisée par l'AFM Téléthon. C'est notre première édition de l'apéro au labo. Moi, je suis Marie-Pierre Verrier, je travaille à l'AFM Téléthon, je suis responsable éditoriale à la direction de la communication de l'AFM Téléthon. Et je suis vraiment ravie de participer et d'échanger avec vous pour cet apéro dont je serai le modérateur ce soir. Avant de commencer, je vous propose juste quelques mots sur l'association avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc l'AFM Téléthon, c'est une association de malades et de parents de malades dont le seul combat vise à mettre au point des médicaments innovants et d'aider également les personnes atteintes de maladies neuromusculaires et plus largement de maladies rares à vivre le mieux possible avec leur pathologie, des pathologies évolutives qui, pour beaucoup, sont encore incurables. L'AFM Téléthon, c'est une association qui développe une stratégie d'intérêt général et qui finance la recherche sur des centaines de pathologies, des pathologies très différentes, qu'il s'agisse de maladies de l'œil, des maladies du foie, du sang, de la peau, des déficits immunitaires et puis également des maladies du muscle, les maladies neuromusculaires. Et aujourd'hui, après, on va dire, des décennies de création, grâce à vous qui êtes soit des donateurs, soit des adhérents, des bénévoles qui participaient chaque année à des animations pour le Téléthon, les premières victoires sur la maladie arrivent. Avec des traitements notamment de thérapie génique dont on va parler aussi ici. Des centaines de malades sont traités de par le monde grâce au travail des chercheurs qui sont financés par le Téléthon chaque année, mais il y a aussi encore de trop nombreuses familles qui attendent un traitement et il y a donc beaucoup de travail. Le combat est toujours là, il continue. Il faut savoir que les chercheurs le disent souvent, le temps de la recherche, il est long, mais grâce à vous, grâce à vos dons, grâce aux dons du Téléthon, la recherche, elle avance à grands pas. Aujourd'hui, elle s'accélère et c'est ce que nous voulons aussi partager avec vous lors de ces différentes conférences. Donc, contexte sanitaire oblige, eh ben, cette année, la fête de la science a été revisitée. On est derrière un écran au lieu d'être en face à face, mais on fait la part belle quand même à de nombreux rendez-vous. Et chaque soir de cette semaine, vous pouvez assister à différentes conférences. Et samedi 10 octobre également, en fin de matinée, vous pourrez rencontrer personnellement des experts scientifiques comme ce soir, donc Fanny Polo et Giuseppe Ronziti, qui sont deux chercheurs de Généton et qui vont vous présenter donc un sujet autour du foie. Au cours de ce rendez-vous d'une heure environ, je vous demanderai à ce moment-là d'éteindre à la fois et votre micro et votre caméra. Et je vous propose à ce moment-là, pour échanger avec Fanny et Giuseppe, d'utiliser le fil de conversation. Alors, juste pour vous rappeler, si vous en avez besoin, ce fil de conversation se trouve dans la barre en haut à droite avec une petite bulle. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Et donc, je vous propose à ce moment-là, à chacun, de poser votre question et je me ferai votre relais. Je poserai à Fanny et à Giuseppe tout au long de cet apéro les différentes questions que vous souhaitez leur poser. Voilà, donc nous voilà partis maintenant pour une heure d'échange si tout le monde est d'accord. Donc on va lever notre verre Oui, à Fanny et à Giuseppe pour qu'ils démarrent.
Non, ça marche. Exactement. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Alors, comme on nous a dit cette année, apéro au labo. Alors, je ne sais pas si vous avez quoi de prendre l'apéro. Moi, j'ai préparé mon verre, ma petite canette. Donc, je me sers un petit apéro et puis comme ça, je laisse la parole à Giuseppe. Il se présente et je prendrai la parole juste après. Oui, moi aussi j'avais préparé mon verre. En fait, c'était plutôt une tasse, mais j'ai fait l'erreur de prendre une tasse blanche, donc ça se voit pas avec les fonds de la FM Téléthon. Bah, mais elle est là. Hein, je vous assure qu'elle est là. Vous voyez là, elle est ici. Donc je prends plutôt un thé. Euh, donc oui, ça sera pas un vrai apéro. Euh, Bah, bonjour à tous. Je suis désolé, j'aurais dû être avec Fanny en fait au labo. Mais finalement, vu que je me suis fait dépister par les Covid, j'ai pensé que c'était pas une bonne idée d'être avec elle dans les mêmes labos. Et donc, bah, je suis resté chez moi. Euh, on part avec tes slides, Fanny. Oui, L'idée, oui, c'était de se présenter, on se justement. C'était présente, oui, voilà, brièvement, individuellement, et puis après, je commencerai les diapos. Oui, là, effectivement, la première chose à dire, effectivement, je pense que c'est comment on veut que ça se déroule, euh, cette, euh, euh, cette présentation. On ne veut pas qu'elle soit trop académique parce que, effectivement, bah, nous, on n'est pas trop académique, on est plutôt des chercheurs atypiques. Et on aimerait bien avoir une discussion avec vous. Donc, on a préparé, oui, des slides, des diapos comme, pour garder les fils du discours qu'on veut vous raconter, des choses qu'on veut vous raconter. Mais l'idée, c'est que justement, vous interveniez, vous pouvez discuter avec nous et puis on peut répondre à vos questions s'il y en a. Euh, je peux me présenter vu que on est là. Donc, je suis Giuseppe Ronzetti, je suis italien d'origine. Je suis en France depuis 2013. Je travaille au Genetom depuis 2013 aussi. Euh, et je suis responsable d'équipe de l'équipe immunologie et maladies du foie. Donc, je suis bien placé pour vous raconter un peu l'histoire, et exactement comme Fanny Colo, qui a commencé le labo avec moi, effectivement. Même avant moi, si on peut tout dire. Hein. Si on peut tout dire. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis Fanny Colo. Je suis à Généton depuis 2008, donc ça commence à faire quelques années maintenant. J'ai commencé à travailler à Généton en tant que technicienne. Et puis j'ai repris mes études depuis quelques années et après avoir validé un master, j'ai commencé une thèse il y a 3 ans. Et donc, voilà, je suis en train de terminer ma thèse et j'espère pouvoir soutenir en tout début d'année. Et, euh, et effectivement, après plusieurs équipes, j'ai intégré cette équipe immunologie maladie du foie en 2012 et c'était vraiment le tout début de cette équipe. Mais on en dira 2 mots tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a allumé sa caméra et son micro. On va juste demander pour la qualité de la présentation. Et c'est un certain Laurent. Si Laurent pouvait couper le son et sa caméra, ce serait top. Allez, c'est bon, je l'ai muté. Parfait. Alors, je vais commencer par partager mes diapos parce que c'est vrai que on a un défaut, nous les chercheurs, je me suis rendu compte, c'est particulier à notre profession, c'est qu'on aime bien avoir des diapositives quand on parle. Et donc, du coup, on a fait ça ce soir, Par mais contre, je n'étais pas très d'accord avec la photo là, mais bon, écoute, moi non et plus, c'est qu'on j'avoue que peut. Hein. c'est pas ma meilleure photo. Bon, on fait un peu malade, peut-être malade du foie, je sais pas, mais moi je suis pas très colorée habituellement, donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur moi. Moi, je viens de Besançon, de Franche-Comté, et je suis arrivée dans la région parisienne pour travailler dans la recherche et à Généton, donc parisienne maintenant depuis 2008. Et donc, avant toute chose, ce qu'on voulait aussi évoquer avec vous, c'est que pour cette fête de la science, on a préparé un petit apéro, mais c'est aussi pour fêter les 30 ans de Généton.
Alors, comme on l'a dit avec Giuseppe, hein, on n'a pas connu le début de ce labo, mais c'est vrai que comme beaucoup de gens qui ont suivi le Téléthon depuis toutes ces années, on a pu voir l'évolution du labo et toutes les étapes et grandes avancées dans la recherche qui ont été abouties avec ce laboratoire. Et donc, tout a commencé au tout début des années 90, quand l'AFM a décidé de créer son propre labo pour pouvoir mener à bien la recherche pour les maladies génétiques rares. Et toutes les années 90 ont été dédiées à la cartographie du génome. Alors, on expliquera un petit peu ces notions-là tout à l'heure, mais c'est vraiment être capable de connaître l'ensemble du patrimoine génétique humain et de connaître où étaient les origines des maladies génétiques et sur quelle séquence d'ADN on pouvait retrouver les défauts génétiques des différentes pathologies. Et donc ça a été la mission de Généton voilà, jusque fin des années 90. Et puis après, ça a été... À cette époque-là, moi, j'étais au lycée. Hein. Toi, Fanny, je pense moi, j'étais vraiment, petite. Moi, j'ai à peu près l'âge de Généton. Hein. J'ai 32 ans, donc c'est vrai qu'au tout début des activités de Généton, je n'étais pas là pour, pour en témoigner. Mais du coup, ce qui fait que quand moi, j'ai commencé à apprendre la science à l'école ou au lycée et après pendant mes études, et ben, tout ce savoir-là, j'ai pu l'apprendre à l'école grâce justement aux chercheurs de Généton. Et en ça, c'est génial parce que nous, la nouvelle génération de chercheurs, on a pu bénéficier très tôt de tout ce savoir. Et donc, à partir des années 2000, le travail de Généton, c'était de développer des thérapies pour ces maladies génétiques qu'on avait réussi jusqu'alors à identifier. Ah, attendez, ils lisent toujours pas des diapos. Ah. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Parce que ça peut prendre un peu de temps Non, moi je vois les diapos, mais il me semblait que Claudine était partie sur une autre... Ah, ok, donc c'est ça. Ah oui, parce qu'on voit les... Non, ok, tout est bon. Ouais, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de retour sur ce que je peux présenter, donc normalement j'ai l'impression que c'est encadré en rouge, donc normalement mes diapos sont présentés, mais faut pas hésiter à stopper. Donc après, on n'est pas là non plus pour vous parler de tous les projets qui ont été faits à Généton depuis, mais juste insister sur les grandes étapes et ce qui ont marqué l'histoire de notre labo. Et donc, comme je disais, au tout début des années 2000, c'était les premiers travaux de thérapeutique pour les maladies génétiques. Et puis, le tout premier essai clinique dans lequel Généton a participé, c'est en 2006. Avec aussi le début de notre activité de production de thérapie génique, avec en l'occurrence un programme dédié aux maladies neuromusculaires. Et puis depuis, Généton multiplie les programmes et comme l'a dit Marie-Pierre, on travaille sur différents types de pathologies et donc on développe différents types de thérapies géniques. Et puis pour alimenter tous nos projets cliniques, Hyposkésie, un nouveau laboratoire qui dépend de l'AFM Téléthon et qui est, on va dire, une spin-off de Généton. Hyposkésie, le laboratoire de production de thérapie génique à visée clinique, a été créé en 2016. Et puis depuis, Généton est impliqué dans beaucoup d'essais cliniques et dont on attend les résultats dans les années qui arrivent, avec déjà des beaux succès, comme par exemple le Zolgensma, que sûrement certains d'entre vous ont entendu parler. Bon, après, il est réputé pour être le médicament le plus cher au monde, mais qui est aussi une technologie qui est issue de plus de 20 ans de recherche et qui est un médicament pour la maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale, qui était jusqu'alors sans traitement et sans solution pour des familles dont les enfants mouraient avant l'âge de 2 ans. Et donc, grâce aux travaux de Généton, ce médicament a pu être mis sur le marché l'année dernière. Donc, c'est vraiment un grand succès pour nous, qui montre aussi que la thérapie génique n'est plus une science de demain, mais qui est bien aujourd'hui une médecine à part entière. Et nous, notre rôle maintenant à Généton, c'est d'alimenter
le plus possible en projets de recherche qui aboutiront à autant de médicaments. Voilà ce qu'on voulait rapidement vous dire sur Généton. Et puis s'il fallait qu'on se situe, nous, avec Giuseppe, dans cette longue histoire de Généton, vous voyez qu'on est quand même sur les dernières années, puisque le labo s'est créé en 2012 avec l'arrivée de notre ancien responsable qui s'appelle Federico Mingozzi, qui est aujourd'hui directeur scientifique d'une boîte pharmaceutique aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui a monté l'équipe à cette époque-là. Et donc, rapidement, avec Giuseppe, on a intégré ce labo. Et je parle beaucoup, moi, alors il faut me stopper. Je vais laisser la parole à Giuseppe pour qu'il vous explique un petit peu nos thématiques et nos axes de recherche. J'imagine qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, vu qu'on a fait un peu l'histoire du Généton. Le labo, quand il s'est créé, je me rappelle que voilà, j'avais discuté avec Federico des projets qui avaient en cours dans les labos. Et donc, effectivement, il s'est créé sur l'essai clinique pour Crigler-Najjar. Donc, l'idée que lui il avait en revenant des États-Unis, c'était effectivement d'amener au but ces essais pour Crigler-Najjar. Et après, il y avait déjà l'idée de se mettre sur la maladie de Pompe, de laquelle on va discuter plus tard dans la présentation. Donc, l'ensemble de ces deux choses, c'était effectivement de se mettre sur la thérapie génique pour les maladies métaboliques. Et ça a été toujours le fil rouge qui a uni tous les projets du labo. Après, il y avait une ligne de recherche que c'était pratiquement historique pour Federico, parce que lui, il est reconnu un peu partout dans le monde au niveau international pour l'étude de la réponse immunitaire au virus. Surtout au virus de type AAV. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler là dans les news à ces moments sur les réponses au virus et tout ça. Il faut savoir que chaque virus a des réponses différentes, donc on n'est pas du tout des experts d'immunologie, mais on est des experts quand même dans les domaines de la réponse au vecteur AAV. Et après, là, il y a une dernière ligne de recherche, c'est la recherche sur les outils de thérapie génique du futur. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour la thérapie génique dans le futur? Donc, il y a une partie d'amélioration des vecteurs AAV qui existent. Et on s'intéresse aussi à de nouvelles technologies qui, peut-être dans le futur, on pourra un peu implémenter dans la recherche à Généton et après dans la clinique en futur. Donc ça, c'est un peu la description de ce qu'on fait dans l'équipe. Donc, ces maladies métaboliques et des choses un peu à côté. Je pense qu'on a tout dit, non, Fanny, sur... Oui, pour donner une idée peut-être un peu plus précise aux gens, alors tout le monde n'est pas présent sur cette photo, en plus elle commence à dater, cette photo a été prise en 2018 si je me rappelle bien. Mais en gros dans notre équipe, on est une petite vingtaine et on est composé de techniciens, d'ingénieurs, de doctorants, de chercheurs. Et donc une équipe de recherche, c'est tout un corps de métier qui travaille ensemble. Et donc voilà, nous pour pouvoir mener à bien tous nos projets, on est une petite vingtaine. Alors comme vous avez vu, on est en direct, hein, donc on est au labo. Ma collègue vient de rentrer, donc ne m'en voulez pas, je remets mon masque. Vous me dites s'il y a un petit problème de son, mais normalement ça devrait le faire. Non, ça parle fort, donc il n'y a pas de souci. Mais donc voilà en ce qui concerne notre équipe. C'est difficile de faire une visite des labos. Mon ordi, je ne peux pas le déplacer, mais on vous aura accueilli avec plaisir et je vous invite à vous inscrire pour les années suivantes parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi ici à Généton, c'est d'ouvrir nos portes et donc on sera ravis de vous accueillir chez nous à partir de l'année prochaine pour les futures journées de la science ou alors éventuellement pendant le Téléthon. Et comme ça, vous verrez en chair et en os les visages que vous avez aujourd'hui sur l'écran. Alors, ensuite, on va vous parler de nos thématiques de recherche. Alors,
on n'est pas là pour faire un cours hein, sur la thérapie génique, mais quand même, on est obligé d'aborder quelques notions vraiment de base hein, pour pouvoir bien comprendre comment marche la thérapie génique. Et donc, pour ça, les premières notions à bien connaître et maîtriser, mais je pense que voilà, n'hésitez pas à me stopper si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais faut démarrer de la base et donc on va parler de la cellule. Et la cellule, c'est quoi? C'est le constituant, l'unité de base qui constitue notre organisme. C'est comme une petite sphère qui contient l'essentiel pour faire fonctionner le corps humain. Et donc, cette cellule, elle est composée de différents compartiments. Et celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le noyau. Alors, c'est ce qui est représenté en vert sur la diapositive. Donc, c'est cette petite sphère qui est à l'intérieur de la cellule et qui contient les chromosomes, les fameux chromosomes dont on entend souvent parler, mais dont on a du mal parfois à comprendre exactement le rôle et à quoi ça correspond. Et ces paires de chromosomes, c'est le patrimoine génétique finalement qu'on a et qu'on récupère de notre patrimoine génétique et héréditaire, c'est-à-dire la mère et du père. Et ces chromosomes, en fait, c'est l'ADN. C'est tout simplement une forme très compactée d'ADN. Alors, si j'arrive à passer ma diapo, il faut imaginer un long filament de laine que si vous compactez et enroulez, au bout d'un moment, on forme une pelote de laine. Et donc, le chromosome serait entre guillemets cette pelote. Et puis, ce qu'on appelle l'ADN, finalement, correspond à ce fil. Et donc, ce fil d'ADN, il y en a dans chaque noyau, de chaque cellule, de tout notre corps, qui est composé de 60 000 milliards de cellules. Donc, c'est une grosse quantité d'ADN à l'intérieur de notre corps. Et cet ADN, en fait, est tout simplement l'information génétique et tout le code qui dicte au corps les informations qu'il doit traduire pour pouvoir faire fonctionner correctement notre machine. Et donc, cet ADN, alors ma collègue est partie, je vais enlever mon masque, hop, ça sera plus cool pour moi. Et cet ADN, il est composé d'éléments chimiques qui sont finalement représentés par des lettres, c'est ce qu'on appelle nous des bases dans notre jargon. Et ces lettres sont toujours les mêmes, il y en a 4, c'est le A, T, G et C. Et l'ordre et le nombre est très important. Et si jamais il y a un changement justement de ces lettres, s'il y a la moindre erreur, c'est ce qu'on appelle une mutation ou un défaut génétique. Donc la cellule, son rôle, c'est de lire cette information génétique et de la traduire et de la transformer en une protéine ou aussi ce qu'on appelle une enzyme. C'est un élément qui est essentiel à la fabrication de tout ce qui est nécessaire au corps. Et donc, si la cellule ne comprend pas la séquence d'ADN qu'elle lit, s'il y a une erreur, eh bien, c'est un dysfonctionnement au final qui va se produire et c'est ce qui va provoquer à terme la maladie. Alors moi, j'ai juste une petite question. Je ne sais pas si c'est dans l'assistance, il y a des gens qui ont l'habitude de venir voir les présentations de Généton ou visiter les labos. Mais on a fait des petits calculs. Si on additionne les 2 mètres d'ADN qui sont contenus dans chaque noyau, dans 60 000 milliards de cellules, à votre avis, est-ce que quelqu'un a l'idée de la distance qu'on pourrait recouvrir en alignant la quantité d'ADN qui est contenue dans toutes nos cellules? Alors, je regarde rapidement, hein, je ne vais pas faire un quiz d'1 heure hein, sur la liste des participants et du chat, s'il y en a qui osent se lancer et estimer une distance sur laquelle on pourrait dérouler ce fil d'ADN si quelqu'un a une idée ou a envie de participer. Qu'on ne nous laisse pas tout seul, parce qu'avec Giuseppe, là, c'est un peu particulier. Oui, en plus, moi, je ne connais pas la réponse, donc on fait un monologue, mais n'hésitez pas, ne soyez pas... Il y a quelqu'un qui suggère... merci Christophe de jouer le jeu. Évry-Besançon, alors c'est beaucoup plus grand que ça, il faudrait faire beaucoup de fois Évry-Besançon. Mais non, mais pour mettre fin au suspense,
Circonférence de la Terre. Alors déjà, on se rapproche, c'est pas mal. Et effectivement, pour répondre à Manuela, c'est énorme. Alors en fait, on a fait les calculs et il faudrait... Oups, je suis allée trop vite. Il faudrait faire un aller-retour Terre-Lune 150 000 fois. Donc vous voyez, si on déroule l'ADN qui est contenu dans notre corps, et ben c'est 150 000 allers-retours Terre-Lune. Donc vous voyez l'immensité de l'information génétique voilà, qui compose notre corps. Tu parles en même temps. Donne-moi voir ça là déjà. Là. Alors, on a un peu de son, je crois, chez Serge. Si Serge pouvait couper son micro ou alors pose une question. S'il y a une question, il n'y a pas de souci. Et non, je l'ai muté. Ok. Serge, On est désolé. Ouais, Désolé Serge, c'est comme ça. Ouais. c'est juste pour que tout le monde puisse bien entendre et voilà, qu'on puisse faire une petite présentation assez fluide, même si ça l'est pas beaucoup, mais on fait notre mieux. Donc voilà, tout ça pour avoir quelques notions d'ADN et de cellules, parce qu'on va parler de thérapie génique, donc on va reparler de ces notions-là. Donc je vous l'ai dit, hein, la moindre erreur dans l'ADN, c'est un défaut et un dysfonctionnement d'une cellule, et donc on provoque une maladie génétique. Donc, pour traiter les maladies génétiques, eh ben, Généton et l'AFM Téléthon ont très tôt pensé à développer ce qu'on appelle la thérapie génique. Donc, peut-être que Giuseppe, si tu veux, toi, présenter brièvement un petit peu les grands principes de la thérapie génique. Oui. Donc, justement, ça, c'est parti de loin parce que je pense que Généton, il travaillait déjà sur l'identification des gènes. Et sans cette information, en fait, même les principes de la thérapie génique, ça n'aurait jamais marché, ça n'aurait jamais été possible, en fait. Donc, du moment où les concepts de un gène, une maladie, ça a été comment dire, défini, bah, la possibilité justement d'utiliser un gène comme médicament, c'est devenu faisable de ce point de vue-là. Alors juste, je te coupe 2 secondes, Giuseppe, pardon, parce que je réalise qu'effectivement, j'ai peut-être pas parlé de gènes, et c'est peut-être pas un terme voilà, que tout le monde maîtrise bien. Ce qu'on appelle gène, en fait, c'est tout simplement un petit morceau d'ADN qui est exactement le code qui correspond à une molécule précise, une protéine précise que la cellule doit fabriquer. Donc un gène, c'est un petit fragment d'ADN. C'est juste une petite séquence courte. On va dire, si on devait faire une comparaison, que le gène serait un paragraphe dans un livre. Voilà, ça fait partie du livre, mais c'est une petite portion. Pardon, je te rends la parole. Il y a une question de Manuela qui dit: pour quelle maladie du foie avez-vous commencé à étudier Ah, la suspense! thérapie génique? On garde ça pour plus tard, Manuel. Alors oui, effectivement, bah, on a prévu de vous raconter un peu l'histoire des 2 maladies sur lesquelles on a commencé à travailler dans le labo à l'époque où on est parti. Donc voilà, on y arrivera rapidement. Donc on disait la possibilité d'utiliser un gène comme médicament. Les problèmes, c'est que effectivement, bah, un médicament, ça nécessite un transporteur. Donc quelque chose qui véhicule en fait les médicaments merci Manuela, les médicaments dans les cellules. Donc, dans nos cas, par exemple, typiquement, ce qu'on fait au labo, c'est d'utiliser un virus comme transporteur. Et c'est un virus modifié pour qu'il puisse avoir à l'intérieur le gène médicament, le fameux gène médicament. Et après, oui, bien sûr, il y a beaucoup. Une chose qui c'est très important, en fait, c'est l'étude de la maladie. Parfois, on entend beaucoup parler des recherches de base et des recherches cliniques. Bah, ça, c'est en fait, c'est la partie plus importante parce que c'est ce qui nous permet de définir qu'est-ce qu'on veut vraiment cibler comme tissu dans une pathologie. Parce que parfois, on a l'impression que les maladies, elles sont multisystémiques, donc qui, en fait, qu'ils ont à voir avec différents organes. Mais ça se trouve que peut-être même en ciblant un seul organe, on peut donner effectivement un bon avantage aux patients et donc guérir la maladie, comme c'est le cas par exemple pour Crigler-Najjar et les foies que vous verrez après. Donc tout ça,
c'est bien complexe, effectivement, comme procédure. Ça semble, les concepts, c'est simple, mais la mise en pratique, enfin, la mise en place du concept, c'est plutôt compliqué. Mais c'est qu'on souhaite, c'est on veut faire, et c'est donc nos objectifs, c'est d'arriver à pouvoir faire une seule administration du jeune médicament qui reste stable, qui est, comment dire, qui reste dans la cellule où on l'a apporté, et que donc, sans créer carrément des soucis aux patients, et qui a donc cette efficacité à long terme, ce ne soit pas associé. Ah oui, il y a pas mal de gens qui et donc qui en arrive à exprimer ces jeunes médicaments, donc à garder ces jeunes médicaments dans la cellule à plus long terme possible. Alors, il y avait une question de Naomi qui nous demande comment sont choisies les maladies sur lesquelles vous travaillez. Je pense que Fanny ou Giuseppe, vous allez y venir. Oui, mais on peut en parler aussi maintenant. C'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée de comment on choisit les projets et comment on choisit les pathologies sur lesquelles on travaille. Alors, il y a différentes raisons. La première, c'est souvent les rencontres avec les médecins et avec les familles, avec les associations de malades. Parce que c'est la chance aussi pour nous à Généton d'être très proche des associations de malades. Et ça grâce forcément à la FM Téléthon. Et donc, souvent, c'est voilà, nos discussions avec les médecins qui suivent les malades, qui ont voilà, des objectifs qui sont souvent communs aux nôtres. Et parfois, quand on a la technologie qui peut s'adapter à une attente d'un médecin et d'associations de patients, et ben voilà, on se lance dans un projet. Après, qui dit se lancer dans un projet de recherche, dit aussi avoir un objectif thérapeutique, parce que c'est vrai qu'à Généton, on est des chercheurs un petit peu atypiques dans le sens où, bien sûr, c'est important pour la science de faire voilà, des nouvelles découvertes et d'apporter et de contribuer pour le monde scientifique à des nouvelles découvertes. Mais nous, notre objectif premier, c'est d'avoir un médicament, donc c'est d'aller jusqu'à la clinique. Donc aussi, on doit choisir des pathologies pour lesquelles on peut arriver jusqu'à la clinique. Et pour ça, ça doit être des pathologies qui nous paraissent, entre guillemets, accessibles aujourd'hui avec la thérapie génique. Et puis, parfois aussi, c'est une question tout simplement de concurrence. S'il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur une maladie, parfois ça vaut pas entre guillemets, ça vaut pas le coup que nous, voilà, on contribue avec un projet supplémentaire, même si encore une fois, d'un point de vue purement scientifique, ça a un intérêt. D'un point de vue développement de médicaments, parfois, voilà, il vaut mieux s'intéresser à des pathologies qui sont un peu moins suivies. Giuseppe, je ne sais pas si tu as d'autres arguments que tu veux développer. Je veux juste rajouter une chose sur la disponibilité des données cliniques. Ça, c'est plutôt important parce que c'est un concept que parfois la recherche, donc la recherche, surtout pour ce qu'on fait au labo en ces moments, c'est pas seulement la recherche que... J'ai coupé les diapos. Ouais, ok, donc c'est bon. La recherche, c'est pas seulement la recherche qui se passe au labo, mais c'est aussi la recherche qui se passe aux hôpitaux et donc qui se passe avec les malades. Donc ça, c'est important à dire parce que beaucoup de données et des choix thérapeutiques qu'on fait au labo, en fait, ça vient aussi des interactions avec les docteurs qui, pas seulement ils nous indiquent les maladies qui peuvent être étudiées et peut-être guéries un jour, mais aussi ils nous donnent les données. C'est moi. Si les personnes peuvent penser à éteindre leur micro. Ah, je t'ai muté. Ah,
Je pense que j'ai Du coup, muté, ça éteint le micro de j'ai Marie. muté Marie. Je ne sais pas comment j'ai fait la mienne. Bon, je vais résoudre ça. Donc, je disais, oui, c'est très important. En fait, les données qui viennent des cohortes, en fait, donc des patients. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir une interaction étroite des patients avec les cliniciens qui, après, ils passent à la recherche les informations qui viennent du patient. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, comment dire, l'implication des patients dans la recherche, en fait, elle peut être très grande dans ces cas-là. Je cherche de résoudre la problématique avec Marie-Pierre. Ouais, juste pour finir, évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est des chercheurs du Téléthon. Et donc, les pathologies sur lesquelles on travaille sont des maladies génétiques rares pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Et c'est pour ça qu'on développe et qu'on veut développer des produits de thérapie génique. Donc, c'est aussi la caractéristique des pathologies sur lesquelles on travaille. Alors bien sûr, après, l'objectif global est d'ouvrir à un maximum de pathologies, y compris les maladies les plus fréquentes, parce que les recherches qu'on établit au labo, notre objectif aussi, c'est de pouvoir ensuite les décliner à tout type de pathologie. Mais c'est vrai que les premières maladies, en tout cas, sur lesquelles on se penche à Généton, sont des pathologies génétiques rares, évidemment, qui sont soutenues par la FM Téléthon. Donc, si on reprend, j'espère qu'on a répondu correctement ou en tout cas selon les attentes je sais plus, je vois plus le prénom de la personne qui a posé la question. Qu'elle n'hésite pas, on pourra rediscuter de tout ça après. Je vais reprendre le partage. C'est Naomi qui vous dit merci pour Super. cette réponse. Merci Naomi. Merci. Alors, je reprends mes diapos que j'ai arrêtées normalement ici. Ok, ça devrait marcher. Moi, je rouvre parce que du coup, j'ai du mal à suivre en même temps. Parfait. Donc voilà les principes de la thérapie génique. Donc comme l'a dit Giuseppe, 3 composants évidemment. Hein, c'est le gène médicament qu'on va véhiculer à travers le transporteur. Nous on appelle ça aussi souvent vecteur. Et puis c'est ensuite ce vecteur l'assimiler jusqu'à la cible et donc selon le tissu que l'on veut traiter ou en tout cas l'organe qui sera la cible de cette thérapie génique. Il existe plusieurs types de thérapie génique. Alors souvent on dit la thérapie génique, mais on pourrait dire les thérapies géniques. Si vous avez suivi depuis ces dernières années l'ensemble des travaux menés par la FM Téléthon, vous connaissez parfaitement ça. On a ce qu'on appelle des thérapies géniques ex vivo, c'est-à-dire qu'on va être capable de prélever des cellules du patient, c'est souvent des cellules de moelle, qu'on va être capable de traiter au laboratoire dans des boîtes de culture. Donc, on va amener l'ADN thérapeutique à l'intérieur de ces cellules, les laisser en culture. Les cellules seront corrigées dans ces boîtes de culture laboratoire. Et c'est ces cellules qu'on va ensuite réadministrer aux patients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique ex vivo. Donc c'est surtout pour des pathologies du système immunitaire ou des pathologies du système sanguin qu'on peut traiter avec ce type d'approche. Si maintenant on s'intéresse à des maladies musculaires ou des maladies du foie ou de l'œil, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle une thérapie génique in vivo. In vivo, c'est-à-dire directement à l'intérieur du corps. Donc pour ça, il existe différents outils. Et nous, notre outil de prédilection, c'est un virus qu'on a modifié qui s'appelle le virus AAV. Giuseppe, je te laisse peut-être reprendre la parole. Oui. Donc, les AAV, pratiquement, ça s'appelle un AAV, c'est un adeno-associated virus. Donc, c'est un virus adéno-associé. Parce qu'en fait, ils ont été trouvés comme des petites molécules à l'intérieur des préparations d'adénovirus. Donc, à la base, ils ne savaient pas à quoi ça servait. En fait, c'était comme des contaminants des autres virus plus grands. Et ils sont vraiment petits parce qu'ils font 22 nanomètres. Ça, c'est vraiment un virus très petit et très simple. Ils n'ont pas une maladie associée. Donc, ils sont considérés comme non pathogènes dans le sens que pour l'instant, il n'y a pas une maladie qui est associée à la présence des AAV chez les humains, parce qu'il faut le dire, c'est des virus qui nous infectent tout le temps.
Et donc, ils sont construits comme, c'est la façon la plus simple de penser un virus, en fait. C'est des protéines c'est qui s'appelle une capside, donc c'est une structure externe au virus qui est fait seulement de petites protéines, et c'est pratiquement toujours la même protéine qui se répète dans cette capside. Et à l'intérieur, il y a un génome viral. Donc, c'est un génome viral qui code pour deux familles de protéines, encore une fois, très simple comme virus. Et toute cette simplicité, en fait, il fait que c'est facile à produire. Parce qu'effectivement, il y a très peu de composants à introduire dans la cellule pour lui faire produire le virus. Et les génomes, qu'il est très simple, en fait, il peut être pratiquement complètement remplacé, sauf des petits morceaux à la fin, par notre transgène, notre gène, en fait, médicament qu'on veut amener dans la cellule. Et c'est ce qu'on fait au labo. Hein. Au labo, on est capable donc de tout faire, de construire un virus qu'on appelle, à ces points-là, on l'appelle recombinant. Ça fait un peu peur, recombinant, mais finalement, c'est quelque chose de très simple. C'est recombinant parce qu'on l'a modifié dans le laboratoire. Mais en fait, ce que c'est important à dire, c'est que rien ça reste du virus original, sauf ces deux petits morceaux au début et à la fin du génome. Qu'est-ce que d'autre on peut dire? C'est facile à produire, c'est facile à purifier. Après, il faut aussi dire que c'est un médicament complexe. Hein. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un virus. Donc, ce n'est pas non plus une petite molécule classique et basique comme on est habitué à prendre tout le temps. Ce n'est pas du paracétamol. Donc, c'est construit par des protéines à l'extérieur. Il y a un génome à l'intérieur, donc il y a déjà deux composants biologiques qui les constituent. Donc, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de compétences en fait pour être produit. C'est que nous, on a tenté de développer à Généton et à un sens large dans la sphère AFM. Voilà. Moi, ce que je peux rajouter, voilà, je vais continuer, c'est qu'effectivement, cet AAV, il a été découvert très tôt, comme l'a dit Giuseppe, dans les années 60. Et en fait, très vite, à partir des années fin 90, début des années 2000, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un virus très efficace pour infecter tout type de cellules. En fait, on en retrouve vraiment partout dans le corps parce qu'il existe en fait différents types d'AAV. Donc, c'est pour ça qu'on peut cibler différentes pathologies grâce à ce virus. Selon le type d'AAV, alors on les appelle avec des numéros, on va être capable de le faire cibler spécifiquement le muscle, le foie, l'œil, le système nerveux. Et c'est tout l'avantage et la souplesse de ce virus, c'est qu'en fonction des pathologies sur lesquelles on travaille, on va vraiment pouvoir ajuster et modifier les composants. Et comme l'a dit Giuseppe, c'est exactement ce que nous, on fait au laboratoire. C'est d'essayer d'avoir la construction du meilleur ADN médicament possible et d'avoir la meilleure combinaison avec l'enveloppe, donc ce qu'on appelle nous capsid dans notre jargon, la meilleure enveloppe possible pour pouvoir spécifiquement rentrer dans un type cellulaire. Et notre travail aujourd'hui avec l'équipe, c'est aussi d'inventer des nouvelles capsides, donc ces nouvelles enveloppes, parce que celles qui existent dans la nature sont pas forcément les plus efficaces, même si elles sont très efficaces. Et donc, on essaye de faire ce qu'on appelle de l'engineering. Alors, je ne connais même pas le mot en français, c'est horrible. Voilà, on fait du design et on essaye de modifier, d'optimiser ces AAV pour être les plus efficaces possibles. Donc, nous, par exemple, sur ce qui nous intéresse, l'AAV pour les maladies du foie, ou en tout cas pour cibler le foie, c'est l'AAV8 qui est spécifiquement utilisé parce que c'est ça qui a montré les meilleurs taux de pénétration, on va dire, dans le tissu foie.
Et donc, c'est pour ça que notre thème aujourd'hui s'appelle l'usine du corps au service de la thérapie génique, parce que j'avais préparé une petite vidéo, mais je suis désolée parce que je ne suis pas très bonne en technique. Et on s'est rendu compte que la vidéo ne passe pas avec Teams, on n'a pas le son, et j'ai pas été capable de gérer ça juste avant le live. On avait fait avec, avec Giuseppe un petit moment revival, parce qu'on avait chargé des morceaux de Il était une fois la vie, qui vous expliquait bien le foie et à quoi servait le foie. Parce que nous, on a commencé la science comme tout le monde, hein, en regardant Il était une fois la vie, et ça apprend plein de choses, et c'est que des choses vraies. Et donc, ce foie, c'est effectivement l'usine du corps, parce que son rôle, c'est justement de produire en énorme quantité toutes les protéines, ou en tout cas une grosse partie des protéines que le corps a besoin. Et donc, Apparemment, tu n'es pas la seule à adorer Il était une fois une de la vie. mais c'est la base, c'est la base. Ça existait aussi en Italie, hein, c'est C'était incroyable. vraiment triste de ne pas pouvoir. Je m'étais fait un petit montage, j'étais contente, mais je suis triste de ne pas pouvoir vous le remontrer. Mais donc, on voit bien dans cette petite vidéo comment le foie arrive à centraliser voilà, tous les éléments et tous les mécanismes essentiels. Donc, par exemple, le foie, c'est un filtre. Donc, tout ce qui va être dans votre sang et qui a des pouvoirs potentiellement nocifs va être d'abord filtré par le foie. On a une question, Fanny. Oui. C'est à propos de la thérapie génique. Est-ce qu'elle est mise une seule fois dans les corps? Donc, Alors, c'est une bonne question, et c'est tout l'enjeu en plus du futur de la thérapie génique. Quand on parle de thérapie génique aujourd'hui avec la AV, effectivement, on ne parle que d'une seule injection. Pourquoi? Parce que déjà, on essaie qu'elle soit la plus efficace possible, et donc on espère qu'une seule injection puisse avoir une expression à long terme et efficace à long terme pour traiter la pathologie, que l'ADN médicament entre dans les cellules et n'y bouge plus, et du coup puisse être assimilé par l'ensemble du corps sur le long terme. Maintenant, il ne faut pas oublier, comme a dit Giuseppe tout à l'heure, que ce virus forcément développe des défenses immunitaires. En tout cas, non, le corps développe des défenses immunitaires contre ce virus. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas encore capable totalement de réinjecter ce virus à cause de la présence de réponses immunitaires. C'est un petit peu comme ce qu'a dit Giuseppe tout à l'heure avec le Covid. L'idée, c'est qu'on essaye que le corps développe des anticorps pour pouvoir être immunisé, comme le principe du vaccin, hein, pour ne pas avoir une deuxième infection. Mais nous, on essaye de faire l'inverse, justement. On essaye de casser les défenses immunitaires pour pouvoir se permettre cette deuxième injection. Mais donc, tous les travaux aujourd'hui de recherche en thérapie génique sont vraiment centralisés sur cet objectif, de pouvoir essayer de casser ces barrières immunitaires pour injecter une deuxième fois si jamais le virus n'est pas assez efficace. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas encore capable de faire ça en clinique. Donc, on essaye de développer les vecteurs de thérapie génique les plus efficaces pour qu'ils fonctionnent en une seule injection. Et généralement, sur les pathologies qui sont actuellement testées en thérapie génique en clinique, c'est des injections en perfusion, donc dans la circulation sanguine. Et l'AAV, le virus modifié naturellement, va infecter ensuite l'organe sur lequel il est le plus sensible. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et donc, oui, si on retourne sur notre petit foie, j'attends si jamais il y a d'autres questions sur le principe de thérapie génique. C'est vrai que c'est le moment. Pas pour l'instant. Okay. Et donc, oui, pour faire bref, avec cette histoire de foie, et ben voilà, le foie est utile pour la digestion, puisque donc il facilite tout ce qui est transformation, élimination de certaines molécules comme les sucres, les graisses et ce genre de choses. C'est ce qu'on on appelle le métabolisme, justement. Et le foie est aussi là pour la fabrique des globules rouges, pour tout un tas de protéines qui circulent dans le sang et qui doivent être délivrées dans l'ensemble du corps. Donc c'est vraiment, il faut imaginer ça comme une usine et une station d'épuration un petit peu du corps humain. Et donc pourquoi nous on en a fait finalement notre meilleur ami, c'est aussi parce que le foie il est extrêmement vascularisé,
puisque justement, comme son rôle, c'est de filtrer et d'éliminer les polluants et à la fois d'assimiler tout ce qui est issu de la digestion pour l'énergie, il est très vascularisé et donc très accessible par les virus AAV. Et donc, c'est vraiment un organe qui est très facile d'accès. Et donc, du coup, les pathologies qui sont liées à cet organe ont vraiment eu un avantage voilà, vraiment sans précédent pour le développement de thérapie génique, beaucoup plus facile finalement que pour des maladies musculaires, puisqu'il absorbe, comme c'est quelque chose d'assez graisseux, il absorbe vraiment les particules d'AAV. Donc ça a été un petit peu aussi pour ça que les premières pathologies qui sont arrivées en clinique avec la thérapie génique, ce qu'on appelle in vivo, ont été souvent des pathologies qui visaient du foie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le foie? Bon voilà, après on n'est pas non plus des médecins spécialisés en, en biologie du foie, mais c'est vrai que nous on en a fait en tout cas notre meilleur ami parce qu'en gros il est là pour délivrer le matériel génétique qu'on lui apporte. Alors, est-ce que j'arrive à avancer mes diapos? Oui. Je vais commencer, si ça t'embête pas, Giuseppe, je commence en parlant d'un premier exemple de pathologie sur laquelle on travaille. Et puis après, je te laisserai la deuxième partie. En fait, on a deux stratégies dans l'équipe. Soit on a des pathologies qui sont des pathologies directement du foie. Et donc, notre objectif avec notre thérapie génique, c'est d'apporter le matériel génétique au niveau du foie, de corriger le foie et donc de corriger la pathologie. Et c'est le cas notamment pour la maladie dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle la maladie de Crigler-Najjar, qui a été la première pathologie sur laquelle on a travaillé dans l'équipe et on est toujours en train de travailler dessus. C'est finalement une pathologie, j'allais dire, assez classique du foie, c'est-à-dire que il y a un défaut génétique qui touche les cellules du foie. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'aller corriger ce défaut. Il y a encore une question. On a une question, oui. Ouais. Donc, la question, c'est: y a-t-il un âge préférentiel pour que le vecteur soit injecté afin que ce soit le plus efficace? Un enfant, un ado, un adulte? C'est une question de Manuela. Et c'est une excellente question. Oui, Manuela, hein, vraiment. Manuela, elle a des bonnes questions. Oui. Alors effectivement, il y a un âge, en tout cas aujourd'hui, avec l'état des connaissances actuelles, il y a un âge préférentiel pour traiter en thérapie génique au niveau du foie. C'est à partir, on va dire, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que, avec l'AAV, je précise, une thérapie génique en utilisant un vecteur AAV. Pourquoi? Parce que le foie grossit et grandit tout simplement avec la croissance normale, classique, jusqu'à à peu près l'âge de 10-12 ans. Et nous, ça nous embête. Pourquoi? Parce que l'AAV, une fois qu'il rentre dans les cellules, c'est un virus particulier qui n'est pas capable de se multiplier tout seul. Et donc, quand il rentre dans une cellule, il reste dans cette cellule et l'ADN n'en bouge plus. Donc, pendant la croissance du foie, les cellules se multiplient parce que voilà, l'organe grossit. Et donc, finalement, cet ADN qui serait rentré avec l'AAV trop tôt dans le foie serait complètement dilué parce que lui, il ne serait pas capable de se multiplier autant que les cellules se multiplient. Et donc, finalement, l'effet serait vraiment très dilué et l'AAV n'aurait plus d'efficacité. Et on n'arriverait plus, voilà, ce qu'on dit sur le long terme, à ne serait-ce que voir l'expression de l'ADN médicament. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, pour l'instant, on n'est pas capable, alors je dis encore une fois, avec l'état des connaissances actuelles, on n'est pas capable de traiter avec ce type de thérapie génique les jeunes enfants. Donc on est obligé d'attendre que le foie soit suffisamment développé pour pouvoir avoir un effet efficace. Maintenant, notre objectif, c'est bien sûr de traiter les enfants, puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui se déclarent dès la naissance et qui sont très sévères. Et notre objectif, c'est de trouver des solutions pour ça, d'où la réinjection. Et d'où aussi le travail sur la casse des défenses immunitaires pour injecter plusieurs fois, ce qui permettrait de pouvoir traiter très tôt
et au fur et à mesure qu'on observerait une perte de l'efficacité, de pouvoir réinjecter. Mais pour l'instant, voilà, on est limité à ce paramètre-là qui est la croissance du foie. Et ce qui est lié aussi à cette question, on parle de croissance du foie, c'est que certaines pathologies aussi provoquent des lésions au niveau du foie. Et donc, le foie est connu pour être un organe qui se renouvelle assez facilement ou se répare assez facilement. C'est pour ça qu'on peut faire des greffes, par exemple. On peut apporter un petit morceau de foie et donc le foie va se recoloniser entre guillemets. Donc c'est un organe qui se multiplie beaucoup. Et donc les pathologies qui provoquent ce genre de défaut, c'est très compliqué pour nous à traiter justement avec notre technologie de thérapie génique par AAV à cause de ce problème de dilution. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore la principale limite de la thérapie génique qui cible le foie, c'est ce problème de croissance et de multiplication. Voilà, j'espère. C'est important de dire et redire que effectivement, bah voilà, je le sentais arriver, de dire et redire que ça c'est une limitation relative au transfert de gènes au foie. Dans le sens que, voilà, la question qui est arrivée, c'est quelle est la différence avec l'AV de l'asthme ou le contraire, où on traite que les bébés. Effectivement, bah oui, l'âge du traitement, encore une fois, ça dépend de la pathologie et ça dépend de la tissu cible. Donc, dans les cas de la SMA, justement, il y a la tissu cible que c'est le système nerveux central, typiquement les motoneurones. Et les motoneurones, ils ne se répliquent pas pendant la vie adulte. Non, après, en fait, c'est pendant la vie adulte. C'est après la naissance, ils ne se répliquent pas du tout. Ce qu'ils font, en fait, c'est seulement de créer des contacts entre eux, mais les noyaux, en fait, ils restent les mêmes nombres dès la naissance. Ce qui fait qu'un virus comme l'AAV, il peut être utilisé dans ces genres de pathologies où on cible les neurones ou les muscles, par exemple. C'est encore une fois des cellules qui ne se répliquent pas, mais qui créent des fusions, en fait, plutôt. Donc ça, c'est effectivement, il faut faire vraiment une distinction importante entre la thérapie génique au foie et la thérapie génique dans des tissus qui ne se répliquent pas ou qui se répliquent très lentement, oui, pratiquement pas. Ouais. Et comme tu dis, c'est aussi spécifique au type de virus qu'on utilise, hein. Attention, on précise bien que c'est avec l'AAV, parce qu'il y a d'autres virus qui ont d'autres propriétés et qui, par exemple, peuvent s'intégrer à l'intérieur de l'ADN. Mais là, on parle bien d'un virus spécifique sur un type de cellule spécifique. J'avance un petit peu parce que je vois qu'il est déjà 19h30. Alors, j'espère que les gens vont rester avec nous, mais on a bientôt fini. On voulait juste quand même vous préciser quelques détails sur, sur comment ça marche et les pathologies sur lesquelles on travaille. Donc, comme je disais, pour cette maladie de Crigler-Najjar, on a fait tout simplement ce qu'on vient de vous expliquer. On a créé un vecteur de thérapie génique qui contient à l'intérieur le gène qui était responsable de la pathologie de Crigler-Najjar. On a amené la version normale du gène qui est capable de redonner la séquence initiale et normale qui va bien pour cette pathologie, qui s'appelle UGT1A1, si vous voulez le nom exact. Et donc voilà, ce virus, on l'a apporté via la circulation sanguine, donc tout simplement par injection dans la circulation sanguine, jusqu'au niveau du foie, parce qu'il est dans un virus qui est spécifique aux cellules du foie, ou en tout cas qui rentre préférentiellement dans le foie. Il rentre dans les hépatocytes et atteint le noyau des cellules. Et la cellule qui, du coup, récupère cet ADN est capable à nouveau de produire UGT1, qui était déficient jusqu'à maintenant pour Crigler-Najjar, et cette protéine va pouvoir fonctionner correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans la pathologie de Crigler-Najjar? C'est ce qu'on appelle une hyperbilirubinémie. Alors, c'est quoi ça exactement? C'est-à-dire qu'il y a un défaut de bilirubine. La bilirubine, c'est un pigment biliaire qui est normalement fabriqué dans le foie, en tout cas qui a une étape de transformation dans le foie, et qui est chargée d'être éliminée, parce qu'elle est toxique, d'être éliminée au niveau de la vésicule biliaire.
Et quand on n'a pas cette protéine UGT1 dans le foie, la bilirubine ne peut pas être éliminée dans la bile, elle ne peut pas être éliminée dans la vésicule biliaire. Et donc, elle s'accumule, et puis elle finit par être dans le sang, dans les tissus, dans le système nerveux. Et donc, c'est ce qui donne cette coloration jaune. C'est une jaunisse, finalement, qui apparaît chez ces malades à cause de l'accumulation de la bilirubine, qui est un pigment jaune. C'est le pigment de la bile. Et donc, nous, la thérapie génique qu'on a développée, je pense que vous voyez la photo, par simple prise de sang des animaux qui ont pu bénéficier de ce traitement, on arrive vraiment à voir la correction et l'efficacité de notre médicament, puisqu'on arrive vraiment à voir que après notre thérapie génique, il n'y a plus du tout cette accumulation de pigments jaunes au niveau du sang. Donc voilà, c'était juste une illustration pour dire que c'était vraiment flagrant à quel point on pouvait corriger la pathologie chez l'animal. Et donc l'essai clinique pour cette pathologie a démarré en 2018, fin 2018. Et donc on espère une efficacité et un succès. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, hein, c'est une pathologie qui finalement assez sévère et contraignante, parce que bien qu'elle ne soit pas forcément mortelle, puisqu'aujourd'hui on est capable de gérer ces malades sous lampe de photothérapie. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas, géré par les médecins et les familles, mais pour lequel il n'existe pas de traitement. Et donc, nous, c'était notre rôle dans le laboratoire que d'essayer de proposer un traitement à ces malades. Donc, vous voyez sur la photo Mélissa et Elena, qui sont deux malades Crigler-Najjar. Vous voyez leur teint de peau, on voit vraiment cette jaunisse. Et donc, on espère voilà, que le médicament qui a été, en tout cas le vecteur thérapie génique qu'on a développé au labo, sera un futur médicament. Alors, 2 mots sur cette photothérapie dont je vous ai parlé, qui aujourd'hui est la seule solution pour l'instant pour ces malades. En fait, c'est des lampes bleues, comme on fait de la photothérapie au bébé à la naissance, parce que le foie à la naissance n'est pas forcément toujours capable de fonctionner tout de suite, il n'est pas forcément mature. Et donc, cette bilirubine s'accumule dans le sang, et c'est ce qui provoque la jaunisse des nourrissons. On met les bébés sous ces lampes. Sauf que quand tout va bien et qu'on n'est pas malade, cette jaunisse disparaît très rapidement dans les premiers jours. Sauf que chez les malades Crigler-Najjar, la jaunisse ne disparaît jamais. Et comme c'est un composé très toxique, puisque normalement le corps, son rôle c'est de l'éliminer, comme c'est un composé très toxique, s'il atteint le cerveau et le système nerveux, il peut créer des lésions cérébrales, et c'est ce qui est fatal chez ces malades. Et donc pour éviter ça, la seule option aujourd'hui qu'ils ont, c'est de rester sous les lampes, j'allais dire le plus longtemps possible, mais en tout cas c'est au moins toute la nuit. Et puis plus on grandit, plus on a besoin de photothérapie pour que ce soit encore plus efficace. Donc c'est vraiment très contraignant. Et donc voilà, c'est pour essayer d'imaginer un peu la vie de ces malades, où forcément quand vous voyagez, ça devient plus compliqué. Quand vous avez 14 heures de lampe à faire, forcément dans votre travail aussi c'est compliqué, dans votre vie sociale c'est compliqué. Donc voilà, c'était important de pouvoir leur proposer une solution. Donc on espère voilà, que, en tout cas, nous, on contribuera au développement d'un médicament pour cette pathologie. Donc voilà, c'était un exemple de comment le foie peut être utilisé comme cible de thérapie génique, on va dire directe, avec la thérapie génique. Et puis, on a d'autres approches, donc je laisserai la parole à Giuseppe. Ouais. Pour détourner un petit peu finalement le foie, où on traite des pathologies qui ne sont pas des pathologies du foie, mais on les traite grâce au foie. En voyant tout ça, effectivement, je me rends compte que c'est la deuxième projet qui est presque arrivé en clinique, en fait, qui vient de l'équipe. On a fait quand même un peu pas mal de, comment dire, on a bougé pas mal, hein, depuis notre départ, parce que vous savez pas ça, mais
moi et Fanny, on était dans les mêmes labos, dans une même pièce de, je ne sais pas s'il était 9 mètres carrés, c'était quoi? C'était 10 mètres carrés, c'était le labo au départ. Et voilà, bah, depuis là, en 2013 là. Et voilà, on a quand même réussi à développer pratiquement deux vecteurs de thérapie génique. Après, la route pour les médicaments, elle est encore longue, hein. On ne dit pas qu'on a développé des médicaments, mais c'est quand même quelque chose qui pas toutes les personnes, pas tout le monde peut dire, hein, voilà, peut raconter. Donc là, l'approche, c'est un peu différent. Et c'est un peu l'approche qui a donné un peu les titres à la présentation qu'on fait. Donc, le foie au service du corps, en fait. Parce que là, l'idée, c'est donc la maladie de laquelle on parle, c'est la maladie de Pompe. Donc, c'est une maladie qui a une manifestation musculaire. Donc, il y a différentes formes de la maladie, mais les symptômes, c'est toujours musculaire, soit cardiaque, donc avec D'ailleurs, je vais passer à la diapo d'après. Ouais. Ce sera peut-être plus facile. Ah oui, parce que, ok, non, mais non. Soit cardiaque, donc avec une attente cardiaque plutôt importante dans les maladies, dans les patients pédiatriques, ou soit musculaire, donc avec une dégénérescence de la fibre musculaire, qui ça se manifeste surtout dans les patients pédiatriques, c'est clair, avec la croissance. Et dans les patients adultes, avec la forme, disons, adulte, où il y a une perte progressive de la force musculaire et avec des patients qui ont du mal à respirer et qui finissent sur un fauteuil roulant dans beaucoup de cas. Donc, pourquoi on a décidé de travailler sur la maladie de Pompe? Parce que c'était quelque chose qui avait été déjà démontré dans différents labos. Donc, c'est la possibilité donc d'utiliser les foies pour produire l'enzyme qui manque dans la maladie des pompes. Avec cette enzyme qui est relarguée dans la circulation, et en fait, il va cibler les muscles. Et comme ça, il peut effectivement guérir le phénotype pathologique de la maladie qui est dû à l'accumulation du glycogène dans le lysosome. Ça, c'est quelque chose de, disons, c'est pas linéaire comme raisonnement. Et vous n'imaginez pas en fait combien de recherches de base fondamentales ils ont été nécessaires pour arriver à ça. Pour arriver à la possibilité de donner un enzyme comme ça en circulation et d'avoir une correction d'une maladie au niveau systémique. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est, ben alors pourquoi on ne fait pas ça pour tout les pathologies qui existent, parce que ça, ce sera effectivement une façon facile. On produit l'enzyme, on est capable de produire des enzymes, on les injecte et on aura une correction de la maladie. Eh bien non, parce que c'est pas si simple que ça. En fait, ces mécanismes-là, ça marche seulement pour les enzymes lysosomiales et ça marche pas pour tous les tissus. Donc, ce qu'il faut faire, bah, il faut optimiser la thérapie génique. Et c'est ce qu'on a fait au labo, finalement. Nous, ça c'est un peu le but de la recherche qu'on a fait, hein. On a pris toutes ces informations qu'il y avait, qui venaient de la recherche et qui amenaient à dire, bah, c'est possible de faire de la thérapie génique au foie pour arriver, pour cibler les muscles. Et on s'est dit, bah, on peut améliorer un peu ce qui existe. Et après, on peut l'amener en clinique. Pour l'amener en clinique, c'est pas simple, hein. Il faut, encore une fois, moi, je veux que vous sortez d'ici en pensant que on est quand même en train d'utiliser un vecteur de thérapie génique qui est complexe, qui a des complexités associées, qui n'est pas une petite molécule. Et encore, les petites molécules, ils ont pas mal de complexité, hein, parce que je ne dis pas que faire un médicament, c'est simple. Avec un vecteur de thérapie génique, ça peut être encore plus compliqué. Donc, pour
amener tout ça à la clinique, on a décidé d'avoir une interaction avec une boîte parce que c'est comme je dis, c'est des projets extrêmement compliqués à amener en clinique et ça nécessitait effectivement d'énormément de financement. Donc voilà que l'interaction avec la recherche de base, ça c'est intéressant comme parcours parce que ça part de la recherche de base, ça arrive à la recherche translationnelle, la recherche translationnelle arrive jusqu'à un point et après ça peut décider effectivement de collaborer avec une boîte pharmaceutique. Dans ces cas-là, c'était une petite biotech, hein, on ne parlait pas de boîte énorme. À l'époque, c'était une petite biotech. Après, c'est devenu Roche quand même. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, pour pouvoir amener tout ça dans les patients. Et ça, c'est... Donc, ça montre, à mon avis, ça montre carrément comme... c'est pas seulement l'idée, c'est pas seulement les concepts à la base de tout qui fait la thérapie génique. En fait, c'est une interaction collective, en fait, des prises de décision, de décisions techniques, techniques, scientifiques, comment dire, managériales et tout ça. Après, je vais répondre à Christophe. On a une petite question, oui. Oui, je vois. Qui permet effectivement d'amener quelque chose chez les patients. Recherche translationnelle. Donc, en fait, la recherche translationnelle, c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait nous. C'est ce qui n'est pas de la recherche de base, mais ce qui permet d'amener le recherche, disons la proof of concept, donc la preuve de concept qui a été pratiquement faite par des chercheurs. Et je ne dis pas que nous, on ne fait pas des preuves de concept. Parfois, on ne fait pas aussi des preuves de concept. On n'est pas non plus, comment dire, on n'est pas capable de faire des preuves de concept. Mais amener tout ça à la clinique, directement à la clinique. Donc ça, c'est ce que moi, je considère comme recherche translationnelle. Et, ouais, on appelle oui, aussi la recherche appliquée. Donc c'est vrai que souvent on entend parler de recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche translationnelle. C'est ce que Giuseppe appelle la recherche de base, c'est ça, c'est la recherche fondamentale, de bien comprendre les mécanismes, les pathologies, les concepts, voilà, comment ça fonctionne. Et nous, notre travail, c'est d'utiliser ce savoir-là et d'en faire un médicament. Donc nous, notre métier, on ne sait pas faire un médicament. Mais nous, notre métier, c'est de passer des concepts aux médicaments. Et c'est ça qu'on appelle translationnel, parce qu'on fait, on fait le lien entre ces deux mondes. On doit transformer un savoir en futur médicament. Et voilà, c'était juste pour compléter un peu la réponse de Giuseppe. J'espère que Christophe, il est content de cette réponse. Il aura tout compris. Voilà. Une question pour plus tard. Quelles ont été vos études pour en arriver au métier de chercheur? Ou du moins dans... Ah, 6 mois. Merci Christophe. Au moins dans ces domaines. Ah, Fanny, tu veux commencer et après... Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Moi, comme, je sais pas si, je sais plus, j'ai plus le chat sous les yeux. Marc, oui, je sais pas s'il était là au tout début. Moi, j'ai démarré en tant que technicienne. Donc, pour être technicienne à Généton, j'ai fait un bac scientifique et après, je suis rentrée à l'IUT de biologie où j'ai appris le métier de technicien de laboratoire. Donc, c'est l'IUT biologie, comment ça s'appelle analyse biologique et biochimique. Voilà, je cherchais le terme exact. Donc, c'est une formation de 2 ans où on devient technicien. Donc, on peut travailler dans les laboratoires d'analyse, à l'hôpital. Voilà, c'est le métier de technicien de labo. Et moi, après, j'ai fait une année de spécialisation dans les métiers de la recherche, donc la culture cellulaire, biologie moléculaire, qui est un peu l'équivalent d'une licence pro, qui était un DU à l'époque, un diplôme d'université. Donc, en gros, c'est une 3e année. Et j'ai commencé à travailler à Généton pendant mon stage de fin d'année de DU. Donc, voilà, j'avais donc mon bac plus 3. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours ici, j'ai repris mes études pour avoir l'équivalent d'un bac plus 5. Et donc, c'est le poste que j'occupe actuellement. On a des postes d'ingénieur, ou c'est ce qu'on appelait aussi assistant de laboratoire.
Donc là, nous, on est chargé de la mise en place des protocoles et des projets de recherche. Et puis, j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans. Donc, c'est le chemin pour arriver jusqu'au doctorat et devenir donc chercheur, le terme exact. Et donc, ça fera au final bac plus 8 pour être chercheur. Et voilà un petit peu le parcours d'études en sachant, un chercheur sachant chercher, en sachant que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les métiers de la recherche, voilà, c'est pas que les chercheurs, c'est aussi les techniciens, les ingénieurs, ceux qui travaillent dans les affaires réglementaires, dans les métiers support. Donc on dit souvent la recherche en général, mais il faut imaginer tout un tas de personnes derrière et de jobs différents. Je te laisse, Giuseppe, toi, présenter un peu ton parcours. Et moi, j'ai un parcours encore plus compliqué. Non, en fait, non, c'est pas tant que ça compliqué, c'est seulement que moi, je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai changé pas mal de sujets pendant ma vie. Donc moi, j'ai commencé avec un PhD en biochimie. C'était sur de la toxicologie en particulier, des molécules présentes dans les aliments. Après, je suis passé à faire de la neuroscience. Donc ça, c'était après mon PhD, j'ai commencé ce qui s'appelle un postdoc, donc après le doctorat, en neurosciences. Et donc, je travaillais plutôt dans les domaines de la recherche de base, parce qu'effectivement, j'ai fait 5 ans sur le mécanisme de la maladie de Parkinson. Et après, j'ai décidé, ça a été un peu, c'est la faute au Téléthon, hein, effectivement, il faut le dire. Hein. Téléthon italien, je n'étais pas la FM Téléthon, mais c'était Téléthon italien, qui en fait m'a fait intéresser aux maladies monogéniques et en particulier à la thérapie génique. Et donc, j'ai décidé de venir ici en France. J'étais en Italie à l'époque. J'ai décidé de venir ici en France pour rejoindre le laboratoire de Federico qui revenait des États-Unis. Et là, je me suis bien adapté à la vie dans les labos. Donc, On l'a bien accueilli, il a bien accueilli tout le monde était sympa, voilà, et tout ça. Et j'ai fait encore quelques années comme postdoc. Et après, dès le départ de Federico pour les États-Unis, j'ai repris un peu l'équipe. Et voilà, je suis devenu un responsable d'équipe. Donc, effectivement, oui, il y a eu, comment dire, disons que je vous dirai jamais, c'est ça que j'ai pensé de faire quand j'étais petit. Hein. Je ne pensais pas du tout de faire le chercheur. Mais quand même, j'étais toujours quelqu'un de très curieux, que je voulais savoir comment ça marchait les choses. Ma mère elle me disait que je cassais toujours mes jouets parce que je voulais savoir comment ils marchaient. Mais voilà, j'aurais pu être un mécanicien, quoi. Ça, sans problème, sans problème. Voilà. Donc, voilà mon parcours. J'espère que Marc, il est content de notre réponse. Non, mais pour faire simple, en gros, il y a différents métiers, mais le chercheur, on devient chercheur quand on a un doctorat, donc c'est un bac plus 8. Mais je suis la preuve même qu'on peut le faire en plusieurs fois. On n'est pas obligé de faire un bac plus 8 avec un parcours classique. D'ailleurs, moi, si on m'avait dit, pareil, à l'époque, je ferais une thèse, j'aurais dit non, 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 surtout pas. Voilà, après, on est lancé, mais voilà, chacun a un parcours un peu atypique, mais on va dire la voie classique, la grande voie classique, c'est bien sûr de faire l'université et de faire la licence, le master et le doctorat. Et on va prendre les dernières questions, ce serait que l'heure tourne. Moi, je suis à labo, alors j'adore passer du temps avec vous, mais il va falloir penser aussi à rentrer. Moi, j'habite sur Paris et le labo à Évry, donc on va pas trop tarder. Mais s'il y a bien sûr des questions, on est là pour répondre. Non, en tout cas, on vous félicite pour ce beau parcours. Merci. À tous les deux.
Alexandra, et qui d'ailleurs, si c'est la même Alexandra, mais je pense que oui, a fait le lycée avec moi à Besançon. Ah bah voilà. Ouais, c'est elle, Alex. Qui travaille en neurosciences d'ailleurs, donc elle pourrait nous apprendre aussi plein de choses. Et on pourrait sûrement d'ailleurs collaborer sur certains projets avec Alexandra. Allez, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Bonne continuation. Ben, merci à vous. C'est vrai que c'est pas toujours facile comme exercice. On vous voit pas. Nous, on a notre écran devant nous. Moi, j'avais les diapos. C'est pas forcément évident de se concentrer. Voilà, on n'a pas non plus préparé comme une conférence, donc on n'a pas non plus forcément été très très fluide. On a essayé d'être le plus naturel possible. On espère qu'on a été clair. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et contacter la FM Téléthon. Et c'est notre rôle aussi que de répondre à vos questions. Et on vous invite, je crois qu'on avait une petite diapo avec une adresse peut-être de contact. Yes. Non, c'est juste le site de l'AFM Téléthon. Mais en tout cas, oui, il y a pour tous ceux qui veulent éventuellement assister à d'autres conférences, n'hésitez pas à aller sur l'adresse fête-de-la-science.fm-téléthon. Il y a encore toute la semaine plein de conférences aussi passionnantes que celle de Fanny et de Giuseppe qu'on remercie vivement. J'espère d'ailleurs que ça aura plu enfin à tout le monde. A priori, avec les commentaires, oui. Merci aussi au nom de l'AFM et de tous les malades d'avoir participé. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des donateurs, des bénévoles, des gens qui participent au Téléthon régulièrement. N'hésitez pas si vous voulez nous suivre. Soit aller vous connecter sur notre site événementiel. C'est un site qu'on met en ligne au moment du Téléthon, en général à partir du mois de septembre, sur lequel on trouve toutes les avancées des thérapies, les avancées scientifiques et médicales de l'année. Ce site, c'est événement.téléthon.fr/2020. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On met de façon très régulière tout un tas d'infos. Et puis, bien sûr, on se retrouve tous le 4 et 5 décembre pour le Téléthon. Voilà, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès demain avec de nouveaux chercheurs qui seront là pour vous répondre. Merci à tous, merci pour votre présence. On est content vous étiez nombreux avec nous, c'est cool. Très content et très interactif en plus. Ouais, non, c'était bien. Ouais. Et donc on sera partant pour une deuxième édition virtuelle, s'il faut. Même si on préférerait que vous veniez jusque chez nous, mais non, on était contents. C'est cool. Bonne soirée tout le monde et à bientôt alors. Et bonne fête de la science. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir, Marie-Pierre. Désolé. Hein. Au revoir. Non, parce qu'au bout d'un moment, j'étais coupé le son. Non, mais j'ai repris la parole après, ne t'inquiète pas. Ouais. Allez, Ciao. bonne soirée. Ciao.